Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le croisement génétique. J'espère que vous m'entendez bien. Michel, tu peux me confirmer que vous m'entendez? Ne bouge pas, on va mettre le son. Non, Michel, je n'entends pas. Michel, tu peux parler? Non, j'entends pas, peut-être comme hier. Petit problème de connexion avec Michel, a priori. Il va se reconnecter, je pense. Bon, en tout cas, bienvenue à tous pour ce webinaire sur le croisement. Je suis Loïc Kéméré, le directeur technique chez Ellipse. Ma mission, c'est de conseiller globalement les éleveurs, notamment sur la stratégie de sélection et de renouvellement dans les troupeaux laitiers. On sait que la génétique est un facteur impactant dans les élevages et influence forcément la stratégie des exploitations. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui est la suivante. C'est est-ce que le croisement est une solution d'avenir pour répondre aux attentes des éleveurs laitiers de demain? On va y répondre et on va profiter du témoignage de Michel Pivard, éleveur dans l'Ain, en croisement depuis 2008 en intégralité. Il va nous faire part de son expérience et des bénéfices qu'il y retrouve dans son exploitation. Michel, on t'entend. Bonjour Michel. Ça fonctionne, c'est parfait, c'est bien parti. Merci d'être présent. Alors bien sûr, par rapport à ce webinaire, vous pourrez réagir en posant vos questions. Sur la droite de l'écran, vous voyez que vous avez moyen de réagir. Vous avez un chat aussi pour donner des appréciations, des questionnements ou des remarques. N'hésitez pas à intervenir, ça sera intéressant pour tout le monde. Donc à droite de l'écran. Et avant de commencer, je vais vous proposer aux personnes présentes ou aux éleveurs au moins de participer à un sondage pour mieux connaître votre expérience sur le sujet du croisement. Vous avez aussi sur votre droite le sondage que vous pouvez afficher. La question est la suivante. Pratiquez-vous, vous éleveurs, actuellement du croisement entre races laitières dans votre exploitation? Et vous avez plusieurs solutions, soit c'est récent, moins de 2 ans, de 2 à 5 ans, plus de 10 ans, ou alors non, je ne l'envisage pas, oui, je l'envisage. Il y a non, mais je l'envisage, et oui, je l'envisage dans les prochains temps. Donc, on va commencer le webinaire. Donc, effectivement, le croisement génétique est aujourd'hui une solution qui peut répondre aux attentes exprimées par les éleveurs. Les attentes exprimées par les éleveurs qu'on entend sur le terrain, c'est pas nouveau, c'est qu'il y a un problème de surcharge de travail dans les exploitations qui ont grandi. Les éleveurs souhaitent quand même conserver des animaux productifs dans leurs exploitations, pas forcément monter en production, mais ne pas réduire le potentiel et avoir des animaux plus rustiques, plus faciles à vivre. Et bien entendu, le sujet principal qu'on entend dans les exploitations, c'est d'essayer d'avoir une certaine efficacité économique des exploitations et donc une rentabilité. Et le croisement génétique peut être une solution pour répondre à ces enjeux. Alors bien sûr, chez Ellipse, on est sollicité. On a d'ailleurs plusieurs éleveurs qui sont partis dans le croisement depuis plusieurs années. Donc on voit bien que c'est un sujet d'actualité. Alors, concernant les animaux qu'on va rechercher, ça va se traduire comment? Ça va se traduire par des animaux qui, en termes de production, vont garder leur potentiel lait, quand on a des animaux croisés. Souvent un effet bénéfique sur les taux, notamment sur le TB dans ce qui ressort. Mais on a aussi des animaux qui vont progresser au niveau des fonctionnels, avec des animaux moins sensibles aux cellules, des animaux plus faciles à faire véler, avec des veaux plus vigoureux à la naissance et des meilleures performances de fertilité et de santé sur les animaux croisés. Alors le problème, c'est qu'en race pure, quand on cherche des fonctionnels, c'est relativement long
d'avoir du progrès génétique sur ces aspects, alors que quand on pratique le croisement, pour peu qu'on ait une race très favorable au fonctionnel, dès la génération qui naît, on bénéficie de cette progression. Alors, il existe plusieurs croisements sur le terrain qui utilisent des races différentes, que ce soit la normande, la brune, la jerseyaise ou autre. En tout cas, les croisements les plus connus dans le monde sont le kiwi et le procross. Le kiwi, c'est le croisement jersey-holstein qu'on retrouve beaucoup en Nouvelle-Zélande notamment, mais pas que. Et le croisement procross, qui est un croisement 3 voies qui utilise des races Holstein, Montbéliard et Viking. Alors, l'objectif des éleveurs qui partent dans le croisement, c'est de rechercher la complémentarité des races qui ont été retenues dans les croisements et de profiter de l'effet hétérosis, donc du mélange de sang. Alors, je vous montre sur la diapo l'exemple du croisement procross avec les 3 races que je vous ai précitées, la Holstein, la Montbéliarde et la rouge viking. L'idée, c'est que quand on part par exemple d'un troupeau Holstein, on va croiser les animaux par du Montbéliard et la descendance issue de ce croisement va être ensuite inséminée avec du viking et ainsi de suite. C'est-à-dire que la future naissance qui aura lieu sera inséminée à nouveau par du Holstein et on suit ce cercle vertueux pour conserver un maximum d'effet hétérosis. Il n'est pas question de refaire marche arrière quand on a pris un sens. C'est-à-dire que ce sens rotatif, il doit être continué tout le temps pour bénéficier de l'effet hétérosis. Mais quand on a choisi 3 races, on peut aussi partir dans l'autre sens. Si on a un troupeau Holstein, partir sur du viking, puis ensuite un Montbéliard pour revenir à de la Holstein. Voilà l'exemple du procross. Ce sont donc les croisements qui sont présents sur le terrain et on commence à voir des résultats d'études depuis quelques années qui sont intéressantes. Et là, je vous montre deux études réalisées aux États-Unis qui comparent des résultats des animaux croisés 3 voies, donc du procross, à des animaux Holstein sur plusieurs critères. Donc, j'ai choisi de vous montrer, par exemple, la production carrière qui est favorable aux animaux croisés avec des productions carrières de plus 16%, des frais vétérinaires inférieurs de 26%, des vaches qu'on retrouve en 4e lactation. Et pour moi, c'est un critère très important parce que quand on retrouve des vaches en 4e lactation, ça veut dire que elles n'ont pas connu beaucoup de problèmes de reproduction ou de problèmes de santé, donc elles sont restées dans les troupeaux. Là, on retrouve 41% dans cet essai, ou dans ces essais, parce que je crois que c'est un cumul d'essais, 41% des vaches procross contre 22% pour la race Holstein. Et au final, la marge brute par vache, forcément, quand on a des animaux productifs et des animaux qui ne connaissent pas beaucoup de soucis de santé, la marge par vache est forcément plus importante, ici de plus 33%. Donc plus de longévité et plus de production égale plus de rentabilité, c'est évident. Et le deuxième essai que je souhaitais vous montrer, c'est encore sur des animaux procross versus Holstein, donc sur des premières lactations, sur les 150 premiers jours de lactation, où à mon avis, c'est un sujet d'actualité qui est travaillé par beaucoup d'entreprises. C'est cette notion d'efficacité alimentaire. Dans cet essai, en fait, ces animaux ont produit 4% de matière utile en plus en ayant une ingestion inférieure de moins 4%. Donc, quand on arrive à faire plus de production avec moins d'ingestion, quelque part, c'est le résultat de l'efficacité alimentaire des animaux croisés. Voilà. Alors, pour continuer, comme je disais, le croisement tend à se développer en Europe et à l'international. Et je vous propose de voir une vidéo qui va vous illustrer 2 élevages, une des États-Unis et une ferme française. La vidéo. Je cherche. C'est ça? Je vous l'annonce.
Ok. Donc, à partir de cette introduction, on va maintenant profiter du témoignage de Michel. Rebonjour Michel. Bonjour à tous, bonjour, très heureux d'être avec vous ce matin. Merci d'être présent, effectivement. Alors, peux-tu nous présenter ton exploitation brièvement? Oui, bien sûr. Alors, je suis associé dans un GAEC qui était initialement avec mon frère jumeau Jean-Louis et puis ma belle-sœur auquel nous a rejoint début des années 2000. L'installation, notre installation date de 1985. Ça fait déjà quelques années. Alors, je suis dans une zone de montagne du département de l'Ain. On le voit, c'est vallonné. Il y a un petit peu de fond de vallée où on est capable quand même de faire un peu de culture, mais sur les 150 hectares, les cultures représentent 30 hectares. Le reste, c'est de l'herbe, évidemment, en zone de montagne. Alors, les cultures, c'est du maïs pour 20 hectares et 10 hectares de céréales en autoconsommation et puis pour faire de la paille également pour les génisses. D'accord. Ok. Alors donc comme je l'évoquais, vous êtes lancé parce que vous êtes en GAEC en 2008 dans le croisement intégral. Alors peux-tu nous expliquer comment l'idée du croisement a mûri sur l'exploitation et quelles étaient les motivations initiales? Parce il y a eu aussi un changement de système chez toi. Alors, oui, alors il faut remonter un peu en arrière, même au moment de notre installation. Je l'ai dit, on s'est installé en 85. On a fait un nouveau bâtiment qui était une salle de traite, une stabilisation libre avec une salle de traite. Un système assez classique, hein. On a reproduit avec l'architecte de l'époque, c'est le bâtiment que vous voyez à droite là sur l'image. Une stabilisation toute fermée. On est en zone de montagne avec des températures quand même relativement froides en hiver. Un petit peu moins avec le réchauffement climatique aujourd'hui, mais c'était entièrement fermé. 60 places, stabulation logette et puis caillebotis. Voilà, alors sur le marché, on passait d'une étable qui était dans l'ancienne ferme, le corps de ferme que vous voyez tout au fond là-bas, le gros bâtiment qui est aujourd'hui en habitation. Mais à l'époque, il y avait 28 vaches attachées, qui étaient des Montbéliards, la race historique dans l'est de la France et dans cette partie des montagnes du Jura. On est passé à cette époque-là avec un achat pour accroître le troupeau des jeunes, des génisses Primostein. Je rappelle ça pour les plus anciens, mais c'était le début des quotas laitiers. On trouvait sur le marché beaucoup de génisses en race Primostein avec des éleveurs qui étaient confrontés à des arrêts de croissance de troupeaux et donc des génisses de qualité. En Montbéliard, à cette époque-là, on n'avait pas sur le marché beaucoup de disponibilité en génisses de qualité. Donc, on a acheté des génisses sur lesquelles on a continué de faire de l'élevage en race pure dans les deux races. Donc, on a élevé des bonnes génisses issues de notre troupeau d'origine montbéliarde et puis des génisses aussi de renouvellement sur nos femelles achetées en Primostein. Donc, on s'est retrouvé on va dire en début des années 2000, avec un troupeau mixte. On avait 50% de Primostein et puis 50% de Montbéliard en race pure, de race conduite en race pure de chaque côté. Voilà l'origine. Alors, pourquoi avoir choisi et opté pour ce changement? Moi, j'ai eu l'occasion de faire en début des années 90, en 89, une bourse d'études à l'étranger, la bourse Nuffield, où j'ai beaucoup voyagé dans tout le Royaume-Uni, aussi bien l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse, et j'ai visité dans un centre de recherche au nord de l'Angleterre un essai, c'était les tout premiers essais où il y avait du croisement trois voies qui était réalisé avec d'après Molstein, il y avait de la normande, de la montbéliarde, avec des résultats qui étaient assez intéressants déjà pour l'époque. Mais bon, on était quand même, je rappelle, à cette époque-là, sur une culture très traditionnelle de la race pure. Et donc, j'ai dû laisser ça enfui dans ma mémoire. Et à l'occasion d'autres voyages dans le monde, en particulier aux USA et au Canada, j'ai revu cette mise en œuvre, comme on l'a vu dans le petit film, sur des gros troupeaux. Et puis on voyait aussi les problèmes de repro, en particulier sur les Primostein, des problèmes fonctionnels aussi, et qui incitaient les élevages de grande taille à chercher d'autres solutions. Et j'avais regardé ça avec beaucoup d'intérêt à ces occasions-là. Alors,
on a eu un changement, une orientation de notre système avec un passage en robot. Alors, au départ, notre quota initial était de 350 000 litres de lait. Début des années 2000, vers les 2005, on a eu des attributions de quotas. Ma belle-sœur est rentrée dans le GAEC. On est arrivé à pratiquement 500 000 litres de quotas. Et c'est là qu'on a profité de l'occasion pour passer en traite robotisée. J'ai beaucoup de responsabilités professionnelles dans le monde de l'élevage. Mon frère jumeau, lui, en a beaucoup dans le monde de la mutualité, des assurances. Donc, on a un salarié qui s'occupe du troupeau, un vacher, voilà, pour résoudre des problèmes de gestion de la main-d'œuvre en élevage laitier. Le robot est une assez bonne solution. Et donc, on a fait l'essai de sortir les vaches pâturées la première année avec une configuration d'exploitation qui est à proximité d'une route. On avait peu de parcelles disponibles pour pâturer. On est revenu avec du zéro pâturage. Et c'est vraiment là qu'on a décidé de faire le saut dans le croisement intégral pour apporter de la solidité, de la facilité d'élevage, de la résistance avec des animaux croisés et exploiter à fond ce que j'avais eu l'occasion de voir dans mes visites dans le monde entier. Voilà, c'est un peu long de l'histoire, mais ceci explique cela. Mais c'est important d'expliquer parce que c'est pas un choix qui est anodin dans une stratégie d'élevage. Effectivement, toi, tu avais été au fait des choses par des déplacements. Est-ce que les autres membres du GAEC avaient cette connaissance et sinon, comment ont-ils été convaincus aussi de te suivre dans cette démarche? Alors, c'est vrai qu'il a fallu motiver, en particulier mon frère à qui j'étais associé sur la conduite du troupeau, et en plus il est très impliqué dans la conduite du troupeau. Il a fallu le motiver. Bon, j'ai fait part des signaux un peu plus délicats à gérer sur la race Primo Holstein. On était assez satisfait de la Montbéliarde, et puis je crois qu'il y a une chose qui a joué. On est dans le département de l'Ain où il y a le siège du Motest, et on a vu le petit film avec la solution Procross. Je crois que Motest a joué un rôle important avec Viking Génétique pour promouvoir et mettre en œuvre cette formule de croisement rotatif. On voyait déjà dans les années 2005-2008 les premiers résultats qui étaient publiés sur ces animaux-là et qui enchantaient les éleveurs nord-américains en particulier. Le film qu'on a vu, il est assez illustratif pour ça. Et donc, ça a aidé à convaincre mon frère. Mais c'est vrai que c'était une grosse décision et il fallait la prendre. D'accord, oui, parce que le croisement n'était pas du tout vulgarisé, peu de personnes étaient au fait, donc c'était une des questions que les gens peuvent aussi se poser, c'est comment les personnes autour de la ferme, même si tu as évoqué Humotest qui connaissait le sujet, comment les personnes ont-elles réagi, que ce soit au sein de tes responsabilités professionnelles, les voisins, les commerciaux ou techniciens qui passent dans la ferme, comment ont-ils réagi dans ce choix? Alors, déjà, ça se voit pas tout de suite parce que l'effet du croisement, il est progressif, c'est de génération en génération. Donc, on a seulement depuis quelques années l'intégralité du troupeau qui est avec des animaux croisés. Précédemment, on avait une montée en puissance avec au fil des générations des animaux un peu colorés, on va dire. Si vous regardez la photo, c'est assez illustratif. Alors c'est vrai qu'on avait un peu une image aussi de pionnier. On était dans les tout premiers dans notre région, dans notre département, à avoir mis un robot Lely sur notre exploitation. On avait un technicien, un conseiller d'Axel, conseiller élevage, qui était tout à fait intéressé par cette idée. Donc, moi, je trouve que ça s'est relativement bien passé. C'était peut-être presque plus compliqué dans le monde, je dirais, classique de la génétique, où la race pure est quand même très ancrée. Mais moi, je ne jette pas la pierre aux éleveurs qui veulent faire des races pures, parce que pour faire du croisement, il faut avoir des éleveurs qui continuent d'investir dans des races pures. Bien sûr. Ok. Et alors, au quotidien, souvent les gens se posent la question. Ok, quand on parle d'un troupeau Holstein, c'est facile. On sait qu'on doit mettre du Montbéliard ou du Viking, dans ton cas. Maintenant, vu que ton troupeau est 100% croisé, on voit sur les photos, il y a toutes des couleurs.
comment de ton côté tu gères ce système rotatif pour savoir quelle race tu dois utiliser sur telle petite femelle, par exemple? Alors, à moins d'avoir une grosse mémoire qui garde toute la généalogie et les enchaînements, pour le coup, des races, il vaut mieux ne pas se fier uniquement à la couleur et regarder ce qu'il y a dans les généalogies. Et bon, la stratégie, elle est simple. Hein. On alterne génération après génération des mâles issus des races précédentes. Alors, je vais prendre l'exemple. Nous, on a commencé avec 2 troupeaux mixtes, 50%, on avait 50% de Montbéliard, 50% de Primostein. On a mis des taureaux Primostein sur les Montbéliards, des taureaux Montbéliard sur les Primostein. Ça, c'était assez facile. La descendance, c'était aussi facile parce qu'on mettait la 3e race. Donc, sur les F1 produites, on a mis systématiquement de la Pyrrhus suédoise, de la Viking. Ça, c'est assez facile. Et ensuite, eh ben, il fallait revenir tout simplement sur la race on mettait le père de la race de la mère d'origine. Donc, c'était soit de la Montbéliard, soit de la Primostein. Et ensuite, on regarde cet enchaînement. Une fois qu'on a mis une année à Montbéliard, l'année d'après à Viking, la 3e année à Primostein, on revient avec un Montbéliard et ainsi de suite. Il n'y a pas trop de difficultés. Ça demande quand même un peu de précision et puis de respecter le protocole, parce que si on ne respecte pas le protocole, on perd l'effet d'hétérosis, clairement. C'est l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue, c'est de garder l'effet d'hétérosis qu'on obtient au maximum en respectant l'enchaînement. Il y a un protocole dans le système rotatif qui est suivi et le suivi des animaux se fait par les papiers des animaux que tu regardes pour la race. Voilà, on regarde la généalogie. Aujourd'hui, tous les outils de management de troupeaux, ils permettent d'avoir une généalogie sur plus de 3 générations. Il n'y a pas de problème pour ça. Après, alors, ça n'empêche pas… oui. Une des questions que les éleveurs se posent, c'est en gros, on a un troupeau génétique, comment on continue à progresser génétiquement dans un troupeau croisé? Donc, en gros, comment tu valorises la génétique des races pures dans le choix des taureaux que tu fais pour l'insémination? Ben, finalement, c'est pas si compliqué que ça. On n'est pas obligé, je dirais même, il faut conserver un œil averti sur le choix des animaux, le choix des taureaux qu'on met sur les vaches. Et comme en race pure, on va, à chaque fois qu'on va faire un accouplement, regarder les défauts ou les points à améliorer, en tout cas, sur la mère pour choisir un taureau qui est censé corriger, améliorer, en tout cas, améliorer ce qu'on cherche à améliorer. Ça peut être un défaut, à corriger un défaut ou améliorer encore une qualité. Et on retrouve dans chaque race les caractères que l'on peut rechercher. Alors peut-être pour certains c'est plus facile de les chercher dans certaines races que dans d'autres, évidemment, mais ça n'empêche pas qu'il faut rechercher aujourd'hui dans chaque race ce qui permet de corriger les défauts des mères. Oui, c'est-à-dire que dans le choix des taureaux Viking, Montbéliard ou Holstein, aujourd'hui, tu prends toujours dans le haut du panier quand même pour continuer le progrès génétique sur les animaux qui naissent. Tout à fait. Et chez Procross, dans le concept Procross, aujourd'hui, on trouve des taureaux qui sont avec une diversité suffisante pour trouver sa vie, hein, comme on dit, sur les caractères recherchés. D'accord. Il y a une chose, moi je pense qu'il faut être attentif aussi. C'est peut-être une des choses que l'on n'a pas veillé au départ, c'était sur la taille des animaux avec la race Viking red suédoise. Si on ne fait pas attention, on aura tendance peut-être à baisser un peu le format au fil du temps. Donc, choisir peut-être des animaux. Enfin, pour nous, c'était le gabarit est quand même un point important. Oui, d'accord. Okay. Avec la difficulté de certains éleveurs dans le croisement, aussi de la crainte des vélages Montbéliard quand on a une génétique rouge devant suédoise. Oui, alors nous, on n'a pas particulièrement mesuré ce problème. Non, sur les génisses non plus? Non plus, non. Bon, après, c'est pareil, sur les génisses, la facilité de vélage, c'est quelque chose qu'il faut veiller quand on fait les accouplements. Hein. D'accord. Très bien. Ok. Et donc maintenant, ça fait 12 ans d'expérience sur le croisement. À l'heure d'aujourd'hui, si tu avais des points importants qui ressortent sur le bénéfice que
que t'apportent les animaux croisés par rapport à ce que tu connaissais peut-être, Laurent? Alors, on est dans un cas de figure qui est un peu compliqué parce qu'on est passé d'une situation où on était avec des animaux en stabulation libre déjà, mais en salle de traite. Et notre système à l'époque, jusqu'en 2008, c'était ce qu'on appelle le système simple ou peut-être un peu du low cost. On était dans une ration mélangée, unique, avec des vélages un peu groupés, mais bon, pas tant que ça. Pas de complémentation individuelle en salle de traite. Donc, on ne cherchait pas une performance des animaux. On l'avait avec une moyenne d'étable qui était quand même relativement limitée. En 2008, on était à 6005 de moyenne. On est passé avec un système traite robotisé et on le sait tous, quand on est en fonctionnement la traite au robot, il faut apporter des aliments pour avoir une attractivité aussi à la traite. Et donc, on a avec 2 DAC, on est dans la complémentation individuelle en fonction du point de vélage, du potentiel de lactation. Aujourd'hui, on a un troupeau qui est à peu près à 8005. Bon, on essaye à se limiter aujourd'hui à 100 grammes de concentré par litre de lait. Donc, on n'est pas non plus dans la recherche de l'expression maximale du troupeau. J'ai dit, on a confié le suivi quotidien du troupeau avec un salarié. On a eu des problèmes de main-d'œuvre, c'est pas si facile. On a eu des salariés qui étaient plus ou moins alertes sur le suivi. Donc, la performance technique pour nous est plutôt une performance économique avec voilà, un système équilibré. Donc, on voit quand même que ça répond. On n'a pas de perte, au contraire, de performance au niveau technique, au niveau production, en volume. On maintient des niveaux aujourd'hui en qualité du lait qui sont proches de ceux qui sont la race Montbéliard, qui est un peu plus élevée quand même en richesse au niveau du lait. On est pratiquement au niveau de la Montbéliarde, hein, avec des animaux croisés. Donc, c'est intéressant. On a des performances en repos qui sont bonnes. Alors, c'est pareil, là, l'effet robot, on a plus de problèmes de repos avant. On est passé avec un robot suivi d'activité, des colliers suivis d'activité. Est-ce qu'on impute au système de surveillance ou au changement de race? Là, c'est plus délicat. En tout cas, aujourd'hui, on a une conduite qui est facile. Moi, je pense qu'il y a un indicateur qui est assez juste aujourd'hui, c'est les frais vétos, et on a vu qu'on a quand même bien baissé les frais vétos, avec malgré tout une performance laitière qui a augmenté. Donc là, on voit vraiment, je pense, l'impact du croisement. C'est la solidité, la capacité de résistance des animaux, la facilité de conduite de l'élevage. D'accord. Et justement, comme on parle des résultats du troupeau, je pense qu'une partie des participants doit se poser la question. Donc, voilà, j'ai donné quelques chiffres. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, effectivement, souvent les groupes de comparaison, quand on est en croisée, on les compare soit au Holstein, soit au Montbéliard, ça dépend. En tout cas, là, on a fait le choix de comparer au groupe Axel, qui est le groupe local, quelque part. Ce qui est important, c'est de voir les résultats de l'élevage en race croisée. Donc, une moyenne d'étable à 8008, avec des taux TBTP satisfaisants, hein, autour de 40 et 33. Alors, il faut savoir que le troupeau a pas mal de renouvellement, donc beaucoup de primipares. Les frais vétos, on l'évoquait, sont quasiment à moitié moins que le groupe, hein, mais c'est ce qu'on constate ailleurs aussi, hein, des vaches plus faciles à vivre, moins sensibles. Et en leucocyte, on est sur 260 contre 280, donc aussi inférieur à la moyenne du groupe Axel. Donc ça, c'est sur les résultats de production. En ce qui concerne les résultats de repro, parce que c'est aussi souvent ça qu'on attend en cherchant l'effet hétérosis ou le mélange des races. Au 31-12, donc un IVV moyen de 395 contre 407 au groupe Axel. On parlait des résultats en IA1 des VL, on est à 58% comme le groupe Axel. Donc ça veut dire que globalement, la Montbéliarde, elle est 10 points de mieux que la Holstein en gros. Donc ça veut dire qu'elle est au niveau de la meilleure race
qui a été choisi dans le croisement. Donc 60%, ce sont des bons résultats. Et des animaux aussi qui sont assez précoces, puisque l'âge au vélage du troupeau est à 30 contre 34 pour le groupe Axel. Donc ça, c'est aussi des choses que tu as évoquées. C'est des bêtes un peu plus précoces, plus matures, assez tôt par rapport à ce que tu avais avant. Ouais, la croissance et le développement des génisses, c'est quelque chose d'assez net qu'on voit tout de suite quand on passe en croisement. Ben oui, l'impact, c'est les premières génisses qui naissent. On a des comparaisons parce on avait encore des troupeaux, des génisses qui étaient en race pure, et on a vu vraiment un développement et qui permet cette précocité qui est réelle par la croissance et la résistance des génisses, je veux dire. D'accord. Ok. On va continuer, Michel, pour laisser un peu de place aux questions parce que je vois qu'il y en a. Alors, du coup, j'avais une question quand même qui est importante. Si en résumé, tu avais des points qui te semblent importants ou des messages importants qui te semblent à faire passer aux gens présents sur le croisement, qu'est-ce que tu conseillerais pour les gens qui veulent se lancer dans cette idée de croisement? Pour moi, et c'est ce que nous, on a essayé de respecter, on a fait le choix et on l'a appliqué. On voit souvent, moi j'ai croisé, durant ma carrière d'éleveur et de responsable, j'ai visité beaucoup d'élevages, des gens qui ont tenté une fois ou deux du croisement sur quelques animaux pour corriger un problème. Bon, on a un effet sur la première génération, mais après on l'a plus. Donc, si on veut aller dans le croisement, c'est qu'on va chercher quelque chose. On a déjà bien abordé les intérêts. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a pris la décision, il faut y aller à fond et respecter, je dirais, respecter le protocole pour en voir vraiment dans la durée le bénéfice. Je crois que c'est la première chose. Ensuite, moi, je pense qu'il faut surtout ne pas lever le pied sur la génétique en disant, bon, bah, de toute façon, on abandonne la race pure, on peut faire ce qu'on veut en termes de croisement et d'accouplement. Non, moi, je pense qu'il faut continuer. Et ça, j'ai eu l'occasion de le voir dans d'autres exploitations aussi à l'étranger. Même dans les systèmes simples, la génétique a tout son intérêt pour apporter des résultats techniques derrière. Donc, il faut continuer de faire des accouplements raisonnés et de corriger ce qu'on veut corriger dans les parents. Et la troisième chose, je l'ai dit, c'est de veiller peut-être à la taille. Alors ça, après, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs en matière de taille des animaux. Il y a aussi des choses plus personnelles. Bon, après, il y a un élément qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. C'est peut-être un peu moins vrai parce que le croisement commence à se généraliser, mais quand vous voyez les animaux arriver avec des couleurs qui ne sont pas habituelles, vous avez en particulier les acheteurs sur les petits veaux, c'est un peu plus difficile de faire partir des veaux qui ont même s'ils sont bien développés et un gabarit intéressant, la couleur n'est pas forcément attractive. Alors, c'est purement, je pense, un peu irrationnel. C'est une histoire d'habitude du regard. C'est sans doute pas au-delà. Ouais. Ben, il y a une question qui concerne le sujet, donc on y reviendra tout à l'heure. Je vais juste, avant de passer aux questions, conclure en partie. Donc, merci Michel de ces points, mais on va en discuter encore. C'est important concrètement de voir comment ça se traduit dans une exploitation, la pratique du croisement. Ce qui est sûr, c'est que quand on part dans le croisement, il y a des facteurs clés de succès qui sont complémentaires ou qui corroborent ce que tu as évoqué. C'est qu'il faut vraiment bien réfléchir en amont à ses propres enjeux parce que le croisement, on n'y va pas à moitié ou alors on verra pas les effets bénéfiques. Faut bien réfléchir, c'est une stratégie à long terme. Entre le moment où vous prenez la décision de croiser et que l'animal va intégrer le troupeau, il faut 3 ans. Donc, il y a des gens au bout d'1 an ou 2 ans qui commencent à se poser des questions. J'ai fait le bon choix, j'ai pas fait le bon choix. C'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, il faut essayer de s'y tenir. Et il faut à peu près 9 ans pour que le troupeau laitier soit complètement croisé à 100%. Donc, c'est une vraie stratégie qu'il faut identifier en amont. Faut aussi continuer la sélection génétique, tu l'as évoqué, que ce soit sur la voie femelle, donc continuer à trier les meilleures femelles pour continuer à progresser, mais aussi profiter du progrès génétique qui est fait sur les races pures,
prendre les meilleurs. Donc, et le croisement bénéficie du travail des races pures, et c'est donc important de continuer ce travail-là. Et puis, faut être méthodique dans la gestion des accouplements pour continuer à bénéficier de l'effet hétérosis. L'effet hétérosis, c'est quoi? C'est que l'animal qui va naître sera supérieur à la moyenne des deux parents. Donc, c'est le mélange de sang qui apporte ça. Donc, c'est important de respecter certains protocoles. Et c'est pas n'importe quoi, le croisement. C'est au contraire, c'est rigoureux, c'est simple, mais dans la rigueur, vu de ma fenêtre. Voilà. Encore merci Michel. Je reprends quelques questions qui apparaissent sur le chat. Est-ce que tu utilises de la semence sexée, et si oui, quel pourcentage et pourquoi, sur qui? Oui, aujourd'hui on utilise la semence sexée, en particulier sur les vaches où on veut pas garder de descendance. On a été on a fait, oui, je vois qu'il y a une question qui revient sur le taux de renouvellement. Faut sexer mâle pour les animaux que tu ne veux pas garder. Voilà, sur les mâles, on a fait du sexage sur les mâles pour avoir des mâles en croisée race à viande. On a eu un fort taux de renouvellement, c'est un peu le corollaire de tout ça, hein, c'est lié. On a eu un fort taux de renouvellement avec un suivi, je l'ai dit, on a changé de salarié il y a 1 an et demi. On avait un suivi qui était un peu défaillant quand même sur la qualité en termes au niveau cellules, avec pas mal de réformes sur cette question-là qui n'était pas liée à la race, mais bon, quand vous avez des animaux qui partent avec des cellules et puis des mammites, on a vite fait d'avoir un taux de renouvellement qui explose si on veut régler le problème. Donc voilà, l'explication, elle est là. Aujourd'hui, on a bien stabilisé les choses, et c'est là où on est aujourd'hui en train de monter en puissance sur du croisement, du croisement vache à viande avec de la semence sexée sur des vaches qu'on ne veut pas garder. D'accord. Il y avait une question, et c'est une question qui revient souvent dans les éleveurs qui se posent le cas de passer en croisée, c'est le marché des veaux mâles, mais tu l'as évoqué, c'est parfois compliqué. Et le marché des veaux mâles, il est compliqué par nature aujourd'hui. Hein, le marché de toute façon, oui, ce ne sera pas pire, oui, c'est ça. C'est pas facile, et c'est pour ça que d'avoir un peu moins de soucis de renouvellement, ça nous permet de sélectionner un certain nombre de vaches sur lesquelles on peut mettre du croisement avec des taureaux sexés pour faire du croisement. Et du coup, pour le marché femelle. Oui, alors le marché femelle, on a été surpris cette année. On avait un peu trop de génisses, donc j'ai dit, on avait élevé beaucoup de génisses, on avait un peu trop de génisses. Et ben on a trouvé des acheteurs qui étaient à la recherche d'animaux croisés. Alors je veux pas crier hurrah mais en tout cas aujourd'hui, clairement, moi je ressens, et puis peut-être que ce webinaire en est la preuve. Il y a un intérêt, le nombre de gens qui suivent, il y a un intérêt pour le croisement. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. On n'est plus regardé. Tu faisais référence à l'œil des collègues. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en passe d'être reconnu comme étant une méthode, un choix d'orientation, en tout cas pour l'élevage et la production laitière. Oui, effectivement, ça se vulgarise, et nous ici aussi dans le coin, les éleveurs qui sont partis en croisée depuis quelques années ont aujourd'hui beaucoup moins de mal à vendre des premières lactations, parce que de toute façon, il y a des résultats de production de taux de cellules, donc ça pose beaucoup moins souci d'acheter des croisés. Et souvent aussi, ces éleveurs-là ont leurs acheteurs habituels qui ont confiance et qui savent ce que c'est les croisés. Donc, dans le secteur, c'est un peu ce qu'on a. On peut dire que le club s'agrandit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et d'autres questions, plutôt sur le caractère des animaux. Quand on part de la race 66, je vois 2 questions. Souci de tétage peut-être par rapport au Montbéliard, le caractère des vaches aussi. Pas particulièrement, non. Justement, je crois que c'est aussi un des intérêts, c'est que en fait, le croisement permet de niveler les défauts, parce que là, les questions, elles tournent plutôt sur les défauts des animaux en race pure. Et donc, le fait de croiser, ça atténue les défauts. On est plutôt à récupérer des qualités qui ne sont pas forcément dans celles qu'on cherche dans les animaux en race pure et qu'on n'a pas, évidemment.
Voilà, donc on a des animaux très paisibles, ouais, ça c'est clair. Alors, tout le monde le reconnaît aussi. Quand vous passez en robot de traite, vous avez des animaux paisibles par nature. Je crois que c'est quelque chose que tout le monde vit. On bouge plus les vaches dans la journée, donc on se promène au milieu du troupeau. On a des animaux paisibles, c'est clair. Même sur les génisses, ça se ressent aussi. Pour faire boire les veaux, c'est facile. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et je pense peut-être un peu plus en Montbéliard, des fois, on a peut-être quelques difficultés en race pure. D'accord. Okay. Une question sur les races à viande en croisement. Nous, on utilise du charolais. Jusqu'à maintenant, on a toujours utilisé du charolais. On est sur une région où il y a une demande pour de l'élevage des engraisseurs en taurillon, en gibet ou avec du croisé Montbéliard charolais. Donc le charolais a son attrait aussi, même en Plymouth-Holstein, il y a encore quand même un engouement pour ce type d'animaux. Donc on est resté sur cette race-là. Le blanc-bleu qui a beaucoup d'écho dans certaines régions n'est pas encore vraiment venu chez nous, dans l'Est de la France. D'accord. Ok. Je reprends des questions en direct aussi. On me demande pourquoi ne pas communiquer davantage sur le croisement avec la race normande. L'idée, et là je réponds, le webinaire, le sujet c'est le croisement, et comme je l'ai dit au début, il y a d'autres croisements qui fonctionnent, qui sont en route. L'effet hétérosiste, du moment où on mélange des races sera positif avec de la normande aussi. Aujourd'hui, on a un peu moins de recul sur les schémas confirmés avec de la normande, mais je sais qu'il y a des essais qui sont menés où la normande intègre le schéma. On a des élevages ici aussi où il y a des croisées normandes et ça fonctionne correctement, mais aujourd'hui, on voulait profiter d'un élevage qui a beaucoup d'années d'expérience avec un type de croisement. L'idée générale, c'est du croisement. Effectivement, il y a de la brune, il y a de la jersiaise, il y a le kiwi qui est confirmé. Aujourd'hui, tout est possible dans le croisement. Après, il faut savoir ce qu'on recherche. Quand on choisit des races, quand même, effectivement, quand les gens choisissent la jersiaise, c'est souvent pour concentrer le lait en taux, notamment, mais avec un potentiel lait un peu inférieur. En tout cas, la normande fait partie de certains croisements qu'on voit sur le terrain, ça c'est sûr. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant de faire son choix, je pense qu'il faut analyser et bien réfléchir à ce qu'apporte chaque race. Voilà. Et une fois qu'on a fait l'inventaire des races possibles, il faut pour le croisement, c'est trouver une race qui soit suffisamment différente pour apporter l'effet d'hétérosis. Après, si on veut vraiment, moi je suis toujours un peu surpris, les Néo-Zélandais en ont fait, ça a été dit tout à l'heure, pratiquement une race pure, mais le croisement kiwi, c'est la Plymouth Holstein avec la jersiaise. À la sortie, c'est difficile de mettre une troisième race pour apporter de l'effet d'hétérosis. À la sortie, on a une race pratiquement pure, la kiwi, ou alors il faut acheter des races pures à chaque génération et on n'est plus dans le rotatif. Ok. Écoutez, je pense qu'il y a encore des questions qui arrivent, je suis désolé. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous, mais on arrive au bout des 3 quarts d'heure. C'était très intéressant, beaucoup de questions. Donc, merci encore Michel d'être intervenu. La semaine des webinaires continue, les semaines des performances continuent chez Ellipse. Par exemple, à 13h, on est sur le Caprin. À 14h, c'est un témoignage d'éleveur belge qui a des indicateurs économiques qu'il suit au quotidien pour suivre les performances de son élevage. En tout cas, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas. Vous recevrez de toute façon, pour les participants, un lien rapidement pour avoir le replay et vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci encore Michel et puis bonne journée à tous. Merci, bonne journée aussi.